Alors moi, je m'appelle Romain Mudrac, je suis journaliste et aujourd'hui, je serai le médiateur. En fait, je poserai les questions, je poserai vos questions aussi, si vous en avez. Il y a des petits papiers aussi, si vous souhaitez me les transmettre, comme ça je peux poser les questions. Sinon, vous pouvez aussi, à la fin des interventions, poser les questions vous-même, sans problème. Alors nous avons des experts donc, pour parler de ce sujet très large. Nous avons le professeur Olivier Mimose qui est anesthésiste réanimateur, chef de service des urgences adultes au CHU de Poitiers. On vous reconnaît. On a le professeur Claire Daillot-Fizelier. Claire Daillot-Fizelier, anesthésiste réanimateur également, chef de service adjoint de la neuroréanimation, de la réanimation chirurgicale et de la réanimation cardio-thoracique. Et nous avons le docteur Jérémy Guénezan, médecin urgentiste, responsable adjoint de l'équipe des urgences du CHU de Poitiers et chef des urgences de Châtellerault et de Loudun. C'est par vous que nous allons commencer, Monsieur Guénezan. Chaque intervention va durer environ 10 minutes. Et ensuite, comme je vous le disais, vous pourrez poser des questions. Avec vous, Monsieur Guénezan, voilà, je vais vous laisser la parole. On va avoir une vision très... définir ce qu'on appelle le traumatisme crânien, une définition et une prise en charge au sens large au CHU de Poitiers. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis enchanté d'être là ce soir. Je remercie l'Espace Mont-des-France de nous accueillir et puis je remercie le CHU de Poitiers d'avoir organisé cette conférence sur le thème de quelque chose qui en plus m'est cher, c'est les traumatismes crâniens. Je suis maître de conférence donc, au CHU et aux urgences et je ne reviens pas sur ma présentation, elle était parfaite. Donc, je vais vous parler effectivement des traumatismes crâniens. Et la première question, et pas la question la plus facile, c'est qu'est-ce qu'un traumatisme crânien ? Quand est-ce que je suis traumatisé crânien ? Est-ce que si je tombe de ma hauteur et que je me cogne la tête, est-ce que je suis un traumatisé crânien ? Est-ce que quand je me lève d'une chaise et que je me cogne à une étagère, je suis un traumatisé crânien ? Eh bien, ce n'est pas si évident que cela. Les experts, dans la littérature, ont beaucoup discuté cette notion de traumatisme crânien. Il y a plus de 40 définitions possibles du traumatisme crânien dans les différents articles que vous pourrez lire. Celle qui est probablement la plus consensuelle, peut-être la plus intelligente, entre guillemets, c'est de considérer qu'on est traumatisé crânien lorsqu'on a un impact au niveau du crâne, ça encore facile, et qu'on va avoir des symptômes associés, une perte de connaissance, une amnésie des faits, je me rappelle plus ce qui s'est passé lorsque je me suis cogné la tête, ou je suis un peu confus, un peu désorienté, ou encore j'aurais fait une convulsion. Donc ça va être un traumatisme crânien, plus des signes cliniques de complications, entre guillemets. Alors, juste quelques chiffres. Les traumatismes crâniens, c'est quoi ? C'est à peu près 300 pour 100 000 habitants et par an. À l'échelle de la Vienne, ça va représenter entre 1200 et 1500 admissions par an aux urgences. Sauf que ce chiffre, il est probablement sous-estimé, puisque ça prend en compte que les patients qui vont consulter aux urgences. Il faut prendre tous ceux qui ne vont pas consulter, pas appeler le 15, ou qui vont aller voir leur médecin traitant. C'est pour les traumatisés crâniens, et dans les premières causes de gravité, souvent des accidents de la voie publique, qui sont responsables d'à peu près 60% des hospitalisations et 70% des décès. Et puis, dans un deuxième temps, c'est beaucoup de chutes, notamment le tout petit. Si vous saviez le nombre d'appels qu'on a à la régulation pour mon fils est tombé du lit, ma fille est tombée de sa hauteur, s'est cognée contre le coin de la table. Bref, c'est une préoccupation vraiment de tous les instants et on a beaucoup d'appels pour cela. Donc le très petit, le moins de 5 ans et la personne âgée de plus de 70 ans. Et puis, c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisque les traumatismes crâniens, ça va être beaucoup de morbimortalité, c'est la 3e cause dans le monde, et c'est aussi beaucoup de handicap, la morbidité. Et pour les traumatismes crâniens légers, ça peut aussi être des difficultés d'un retour à la vie normale. Il y a ce qu'on appelle les syndromes post-commotionnels, que moi j'ai nommé symptômes divers, qui vont pouvoir représenter jusqu'à 30% des patients qui se cognent la tête, qui vont avoir des signes de vertige, nausées, difficultés de concentration. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est non négligeable et c'est un vrai problème de santé publique. Alors, quand consulter ? On a vu ce que c'était qu'un traumatisme crânien. Moi, je vais essayer de vous orienter pour quand est-ce qu'il faut appeler le 15, quand est-ce qu'il faut consulter aux urgences ou quand est-ce qu'on doit rester chez soi ou se faire aider. Eh bien, globalement, lorsque vous vous êtes cogné la tête et que vous avez de la somnolence, des vomissements, une perte de connaissance, vous avez très mal à la tête, vous avez du liquide qui sort du nez, des oreilles, ce qu'on appelle rhinorrhée, otorrhée, et bien tout ça, ce sont des symptômes qui doivent vous alerter.
mais aussi le fait de prendre des médicaments particuliers, les antiagrégants, l'aspirine, ou les anticoagulants comme le Préviscan. Tout cela, ce sont des symptômes qui doivent vous alerter. Et globalement, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à appeler le 15. Le 15, c'est la pierre angulaire de votre prise en charge, avec le médecin traitant s'il est disponible en journée, bien sûr, mais au moindre doute, n'hésitez pas à appeler le 15. On vous orientera sur la prise en charge et on vous dira quoi faire. Donc ensuite, vous allez venir aux urgences et on va évaluer la conscience. Évaluer la conscience, on va vous demander, on va essayer d'évaluer votre niveau de conscience. Alors il y a le score de Glasgow, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, est-ce que vous êtes somnolent, pas somnolent? On va vous demander de serrer les mains, on va vous demander éventuellement la date, le jour, est-ce que vous êtes bien orienté? On va essayer de refaire l'histoire de la maladie. Vous vous êtes cogné, comment, quand? Est-ce que vous avez perdu connaissance? Comment vous êtes depuis que vous vous êtes cogné la tête? Bref, on va vous poser tout un tas de questions, on va beaucoup vous embêter. Et grâce à ça, on va pouvoir déterminer, premièrement, pas de facteur de risque, pas de signes de complications, pas d'inquiétude. Vous allez pouvoir rentrer à la maison, on vous expliquera comment, ce qu'il faut surveiller à la maison, etc. Deuxième cas de figure, il faut éliminer un saignement. C'est-à-dire que de votre histoire clinique, de vos antécédents, de ce que vous allez nous raconter, on va dire, bah là, on est obligé d'éliminer un saignement cérébral. Et pour ça, on a deux possibilités. D'une part, c'est les biomarqueurs. Et à Poitiers, on a été les premiers, parmi les premiers en France, c'était en 2016, à introduire les biomarqueurs dans la prise en charge des traumatismes crâniens, notamment légers, pour éliminer un saignement cérébral. Et on verra qu'après, c'est important de ne pas toujours passer par la case. La seconde, c'est l'imagerie. Donc on va éliminer le saignement, soit les biomarqueurs, soit l'imagerie. Et grâce à ça, on va dire, bah, soit vous ne saignez pas, et donc a priori, vous allez pouvoir rentrer à la maison, vous reposer, soit vous avez un saignement, et dans ce cas-là, on se mettra en relation avec nos collègues de réanimation neurochirurgicale, nos collègues chirurgiens, neurochirurgiens, et puis ça sera la plupart du temps une hospitalisation, voire une prise en charge chirurgicale, mais heureusement, c'est assez rare, hein, puisque c'est 1 à 2% des patients qui vont avoir besoin d'être opérés suite à un traumatisme crânien. Alors, une question qui vient souvent aux urgences, peut-être que ça vous est venu quand j'étais en train de parler, pourquoi je n'ai pas de scanner? Est-ce que tous les traumatismes crâniens doivent avoir une imagerie cérébrale? Non, j'y ai un petit peu répondu avant, parce qu'il y a notamment tous ceux qu'on va pouvoir éliminer grâce à l'histoire, tous ceux qu'on va pouvoir éliminer grâce aux biomarqueurs, à la prise de sang, et puis après, il restera ceux qui vont avoir une imagerie cérébrale. Mais ne vous inquiétez pas, globalement, les recommandations françaises de la Société française de médecine d'urgence, qui sont en train d'être faites à l'heure actuelle, sont vraiment très protectrices. Donc, on passe globalement pas à côté d'un saignement cérébral si on respecte ces recommandations. Donc, ne vous inquiétez pas, le scanner n'est pas forcément obligatoire. Pourquoi il n'est pas obligatoire? Parce que dans la balance bénéfice-risque, le fait d'avoir des scanners, c'est toujours un petit peu d'irradiation. Donc même si les scanners ont fait beaucoup de progrès et qu'il y a de moins en moins d'irradiation, il y a toujours un petit peu d'irradiation avec des conséquences possibles, des cataractes liées à l'irradiation. Il y a des belles cohortes américaines qui ont un petit peu d'avance sur nous sur l'irradiation qui montrent que voilà, ce n'est pas négligeable. C'est également éventuellement des conséquences cancer radio-induit. Donc on fait le scanner quand c'est nécessaire. On utilise de plus en plus d'autres alternatives au scanner. Et puis, lorsqu'on aura éliminé le saignement cérébral, la lésion intracérébrale, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Mais juste, il faut savoir qu'il existe quelque chose dont j'ai parlé, qui s'appelle le syndrome post-commotionnel, qui peut faire que vous allez avoir des symptômes qui vont persister après le traumatisme crânien. C'est les céphalées, le fait d'avoir mal à la tête, d'être fatigué, d'avoir des nausées, ou encore c'est le fait d'avoir des difficultés de concentration, des difficultés attentionnelles, des troubles mnésiques qui n'existaient pas avant, ou encore des symptômes qui peuvent être psychologiques, irritabilité, anxiété, des choses qui n'existaient pas avant et qui viennent après le traumatisme crânien. Et bien, ces choses-là doivent vous alerter. Je vais voir mon médecin traitant, ça peut être un syndrome post-commotionnel. Dans 30% des cas, ça peut durer parfois jusqu'à 6 mois, 1 an. Et puis, votre médecin traitant saura vous orienter vers des neurologues pour un suivi, des tests si nécessaire. Mais ne restez pas chez vous avec ces symptômes qui ne sont pas tout à fait normaux. Enfin, et je suis obligé d'en parler parce qu'il faut savoir que le CHU de Poitiers et le service des urgences est très moteur sur la recherche dans les traumatismes crâniens et notamment les traumatismes crâniens légers. On a été les premiers à mettre en place les biomarqueurs. Il y a une étude sur les biomarqueurs encore qui est PTCI. Il y en a d'autres sur l'évaluation initiale des patients traumatisés crâniens, c'est Cassandra. Je ne vais pas toutes les passer, mais on est très moteur sur la recherche dans cette pathologie-là. La plupart des études que vous voyez ici sont des études qui ont été
mis en place par Poitiers. Donc quand vous allez venir à Poitiers pour un traumatisme crânien, on pourra vous poser la question si oui ou non vous souhaitez participer à un de nos protocoles d'études. Alors moi, mon conseil, c'est toujours d'accepter. Ceux qui ont participé à des protocoles d'études savent qu'on est toujours un peu plus suivi. Pas mieux, mais plus. On vous rappellera à 7 jours, à 28 jours pour savoir comment ça va. Donc voilà, ça fait toujours plaisir qu'on prenne de nos nouvelles. Vous êtes d'accord avec moi. Donc si jamais on vous propose, n'hésitez pas à accepter. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je serai disponible pour des questions maintenant ou après, comme vous voudrez. Ben moi, j'en ai une tout de suite. Sur les biomarqueurs, vous parlez de biomarqueurs. Est-ce que vous pouvez définir un peu plus en quoi ça consiste ? Ouais, pardon. Un biomarqueur, c'est quelque chose qu'on va mettre dans la prise de sang. Vous savez que dans la prise de sang, on peut doser plein de choses. Là, en l'occurrence, à Poitiers, on dose une protéine qui s'appelle la S100B. Et donc, la S100B, on l'utilise depuis 2016. Et on a montré qu'une S100B qui était négative, donc qui n'est pas présente dans le sang, ou à des taux très bas, ça permet d'éliminer un saignement cérébral à 99,9%. Donc, ça fait qu'on fait cette prise de sang, on a le résultat en 1h30, et dans 30% des cas, on n'est pas obligé de faire le scanner parce qu'on sait qu'il sera normal. Très bien, très bien. Bon, merci. Moi, je propose qu'on passe directement à Monsieur Mimose, et puis on prendra les questions après, à la fin des 3 interventions. Professeur Mimose, vous donc chef des urgences adultes à Poitiers, vous allez nous proposer un focus sur le Trauma Center, qui a été créé en 2013, si je ne me trompe pas, à Poitiers et dans le Poitou-Charentes, et voilà, qui est une sorte de plateforme de triage, comme on dit parfois, mais je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc merci effectivement à l'Espace Malaise France, au CHU, de nous faire confiance encore une nouvelle fois et nous proposer d'animer une des soirées autour des thèmes de la santé. Donc effectivement, comme on vous l'a dit, je m'occupe en fait d'une particularité française, qui est ce qu'on appelle un GHT, c'est-à-dire que au lieu d'être responsable d'un service à Poitiers, à Montmorillon, à Loudun ou à Châtellerault, en fait l'ensemble de l'équipe des urgences qui travaillent dans tous ces hôpitaux de la Vienne, en fait sont mes médecins, mon équipe médicale qui va travailler donc à Poitiers et dans ces hôpitaux périphériques, ce qui en fait fait une sorte de maillage et permet que, on va dire globalement, quel que soit le lieu où vous êtes pris en charge, vous avez affaire à la même chose, puisque ce sont les mêmes médecins avec les mêmes procédures de soins. Alors, moi, on m'a demandé de vous parler du Trauma Center. Alors, pourquoi parler du Trauma Center ? C'est parce que entre, effectivement, les traumas crâniens plutôt légers que vous a présenté Jérémy, les traumas crâniens plutôt graves que vous présentera Claire après moi, en fait, moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle le Trauma Center. Le Trauma Center, c'est quoi ? C'est tout simplement une filière de soins. Alors, c'est quoi une filière de soins ? Allez-vous me dire ? Là, vous voyez, j'ai effectivement remarqué. Donc, en fait, une filière de soins, c'est une trajectoire que va emprunter un patient pour la prise en charge d'une pathologie donnée. Donc, ici, le traumatisme grave, et qui implique, vous voyez, une organisation cohérente et graduée des soins autour de multiples acteurs et autour de multiples établissements de santé. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire un maillage de notre territoire et on va mettre le patient dans ce maillage. L'idée, c'est que, en fonction de sa gravité, il va utiliser un chemin qui lui sera propre, qui sera pour lui, pour que, en fait, le malade soit au bon endroit, au bon moment. Alors, ces filières de soins, vous en connaissez, on vous a déjà beaucoup parlé de l'AVC, on vous a beaucoup parlé de l'infarctus, on vous parle peut-être un peu moins, même si ça se développe aussi, des urgences pédiatriques, des urgences gériatriques, ce qui se met aussi en place, les urgences psychiatriques. Bref, il y a énormément de filières de soins qui se mettent en place. Vraiment, l'idée, c'est de dire qu'on va utiliser toutes les ressources de la santé au bénéfice du malade. Ça ne sert à rien quand vous êtes à Loudun et que vous avez mis une aiguille dans le doigt de venir en urgence au CHU de Poitiers, parce qu'on vous prendra en charge aussi bien à Loudun qu'à Poitiers, et vous allez perdre du temps d'aller à Poitiers. À l'inverse, si vous êtes victime d'un gros accident de la route, qu'on doit vous mettre sous assistance ventilatoire, peut-être aller au bloc opératoire avec des chirurgies complexes, et bien là, on vous mettra plutôt à Poitiers d'emblée, parce que vous serez mieux pris en charge. Il y aura plus un plateau technique qui sera plus adapté à vos besoins. Et donc, vous voyez, c'est ça un petit peu l'idée de cette filière de soins. Il faut savoir que ces filières, elles ont toutes le même noyau, le même épicentre. On revient encore sur ce fameux 15, le 15 qui est en fait le numéro, alors
que tout le monde appelait le SAMU et qui en fait aujourd'hui est en train de changer. Ça s'appelle le SAS. Pourquoi le SAS? Pourquoi on a changé de nom? Tout simplement parce que avant c'était surtout la médecine d'urgence. Aujourd'hui, dans ce SAS, il y a la médecine de ville et la médecine hospitalière d'urgence. Et donc, le SAS va du conseil médical que peut vous prodiguer un collègue médecin généraliste jusqu'à effectivement la prise en charge d'un accidenté grave qui sera lui plutôt géré par un médecin urgentiste. Alors, tiens, celle-là, je l'avais enlevée et je l'enlève. Pourquoi faut-il encore en parler aujourd'hui? Cette diapo n'est peut-être pas tout à fait actualisée, mais l'ordre de grandeur reste encore d'actualité. Vous avez ici la mortalité en France pour 100 000 habitants en fonction des pathologies que les gens présentent. Vous voyez que globalement, et encore aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès en France, et de loin, suivi du cancer qu'il rattrape à vitesse grand V. Et vous voyez que la traumatologie, même si on en parle quand même beaucoup moins aujourd'hui, parce que, on verra pourquoi après, garde quand même une place assez importante, loin par exemple devant le sida, qui pourtant, durant quelques années, on en parle moins aujourd'hui, mais on en a vraiment beaucoup parlé. Alors heureusement, ça marche mieux. Alors, et heureusement, on meurt moins d'accidents de la route que ce qu'on avait il y a encore une trentaine d'années. Vous avez ici l'évolution de la mortalité en fonction du temps. Alors ma courbe s'arrête aux années 2000, on pourrait la poursuivre. On est un petit peu dans la même pente. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette baisse, en fonction de comment vous vous positionnez, vous allez trouver des arguments positifs. Pour certains, c'est le radar, la police, donc le côté répressif de notre système qui explique cela. Pour d'autres, c'est les progrès. Des véhicules qui sont mieux construits, qui sont plus protecteurs, les airbags, les ceintures de sécurité, la cellule de vie, de survie. Vous savez que c'est cet habitacle autour de vous qui vous protège. Et puis enfin, pour d'autres, c'est moins d'alcool, moins de toxicomanie. Ça, je doute un peu, parce que clairement, aujourd'hui, il y a très très peu de contrôle. Moi, j'ai 60 ans, je roule un petit peu, je suis plus un grand rouleur comme avant. J'avoue que je n'ai jamais été contrôlé ni pour l'un ni pour l'autre, et Dieu sait combien j'ai rencontré de radars dans ma vie. Heureusement que je n'ai pas été photographié à chaque fois, sinon je me prendrais pour une véritable star, ce qui n'est pas le cas. Donc clairement, voilà, il y a effectivement des bonnes nouvelles, mais néanmoins, et malgré cela, la traumatologie reste quand même encore une préoccupation aujourd'hui. Surtout, parce que la traumatologie, quand même, touche principalement les jeunes. Les accidents de scooter, les accidents de vélo, la trottinette électrique. Avec les nouveaux, vous savez, ces nouveaux outils de mobilité qui sont, on dirait, moi je trouve, très dangereux. Parce que utilisés pas toujours à bon escient, avec des gens qui ne font pas toujours attention, avec aucun niveau de protection. Là, on n'a plus de cellules de sécurité. Là, on n'a rien du tout de sécurité. Et pour lequel, bien souvent mis dans des bras de plutôt de jeunes, bon, qui sont là pour essayer d'épater les copains, les copines, pour montrer que c'est les plus forts. Bref, sont prêts à tout, avec bien évidemment, pour ceux qui encore mettent un casque, une fois sur deux le mettent à l'envers, ou une fois sur deux ne l'attachent pas devant, ce qui fait que quand vous avez l'accident, vous avez la victime d'un côté, le SCAD de l'autre, qui n'a servi à rien. Bref, on connaît ça au quotidien. C'est vrai que c'est dommage. Et ça explique que, malheureusement, le traumatisme aujourd'hui reste encore la première cause d'années de vie perdues. Ça veut dire quoi? Normalement, voilà, moi, je suis né en 62. Imaginons que mon espérance de vie de ma promotion, c'est 80 ans. Voilà, en moyenne, je dois aller jusqu'à 80 ans. Parce que si j'avais été victime d'un traumatisme jeune, à 30 ans ou à 20 ans ou à 15 ans, j'ai 65 ans de ma vie ou 60 ans de ma vie que j'ai perdu. Alors que quand je fais le cancer à 80 ans ou à 75 ans, j'étais dans la zone où j'étais attendu pour mourir de vieillesse, et donc finalement j'ai peu de vie perdue. Bien évidemment, je ne vous explique pas le drame familial, parce que quand vous perdez un enfant, un cousin, un neveu, tout ça c'est très difficile. Alors, pour optimiser ça, il a été créé des trauma centers.
Alors, les trauma centers, pourquoi Alors, ce n'est pas pour se donner un effet in ou montrer qu'on est plus fort que les autres, qu'on utilise un terme anglo-saxon, tout simplement parce que c'est un concept américain. Aux États-Unis, vous savez, c'est très étendu. Il y a en fait beaucoup de traumatologie. Alors là-bas, c'est le western, hein. Donc c'est fusil contre pistolet. Et c'est celui qui va dégainer le plus vite et qui vise le mieux. Et donc, vous avez beaucoup de personnes qui sont victimes d'armes à feu, parfois aussi d'armes blanches. Et donc, ces gens-là finissent dans des trauma centers, qui sont des hôpitaux spécialisés pour la prise en charge de ces malades-là. Et en fait, en France, dans quelques endroits, ça commençait plutôt du côté nord-alpin. Ça s'est un petit peu étendu ensuite vers chez nous, Paris CMI aussi. Et donc, on a, pas partout, mais en tout cas dans certaines zones du territoire français, ce qu'on appelle un trauma center. Un trauma center, c'est une filière de soins dans laquelle tous les acteurs, alors avant c'était la région, maintenant vous savez on a changé de région, on est ce qu'on appelle une subdivision, mais c'est l'ancien Poitou-Charentes. Et dans ce trauma center, en fait, tous les intervenants, du préhospitalier, SAMU, SMUR, des urgences, les réanimateurs, qui sont les collègues qui vont prendre en charge ensuite les patients les plus graves durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais aussi les chirurgiens, les radiologues, bref, tout le monde, va travailler ensemble et a réfléchi pour que, quel que soit l'endroit où vous êtes pris en charge, on va décrire votre parcours de soins, certains ayant une prise en charge locale, par exemple à La Rochelle, si l'hôpital de La Rochelle peut tout à fait gérer, ou à Rochefort, et puis d'autres qui iront directement à Poitiers, parce qu'à Poitiers, on est l'épicentre de cette organisation. C'est le seul endroit dans le Poitou-Charentes où en fait on offre toutes les possibilités, puisque nous avons des chirurgiens de la tête, des chirurgiens du thorax, du cœur, des vaisseaux. On a des réanimations standards, mais aussi des régions très spécifiques que Claire Daillot connaît bien, donc en particulier de la neuroréanimation, avant d'en dire un mot après. Bref, on a toutes les compétences, et donc pour ces patients les plus graves, ils vont finir à Poitiers. Alors, comment ça se passe en pratique? Donc, il y a eu des réunions de travail dans lesquelles, en fait, on a fait des évaluations de qu'est-ce que offrent comme possibilité de soins les hôpitaux. Et en fait, on nomme ces hôpitaux-là en 3 niveaux. Lorsqu'on a tout, c'est du rouge. Ici, vous voyez qu'il n'y a que Poitiers. Je pense que la pile... Ah non, voilà. Il n'y a que Poitiers. Les hôpitaux qui ont beaucoup de choses et qui peuvent quand même prendre en charge pour des blocs, on va dire, de proximité, quelqu'un qui se mettrait à saigner, qui ferait opérer rapidement, comme Niort, La Rochelle, etc., eh bien, ils sont, vous voyez, en jaune. Et puis, il y a les hôpitaux pour lesquels, en fait, on peut faire un premier contact, mais on va prendre plutôt des patients pas trop graves, parce qu'on a un plateau technique qui est limité, on n'a pas toujours de l'imagerie H24, parce qu'on n'a pas toutes les spécialités chirurgicales dont on a besoin. Et là, on est en vert, c'est comme par exemple ici, vous avez Rochefort, vous avez Cognac, vous avez Jonzac, il y en a d'autres, hein. Je n'ai pas tout mis, il y a Châtellerault qui est là, bref, on n'a pas pu mettre tous les noms sur la carte. Bref, vous voyez, on a un petit peu gradué les hôpitaux, et pour que, en fonction de ce dont aura besoin le patient, définira l'orientation du malade. Et après, on a des algorithmes. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, car l'objectif ici, ce n'est pas de vous expliquer comment on fonctionne. On n'a rien inventé, hein. Cet algorithme, vous voyez, il est piloté par le SAMU du département dans lequel a lieu le traumatisme. SAMU qui se met en relation avec ce SAMU 86 pour qu'il y ait un échange, pour que, donc, ensemble, on définisse la trajectoire du malade. Et donc, en fonction des premiers éléments du bilan, eh ben, vous voyez, on va effectivement définir, vous voyez, soit par exemple, le malade, à l'évidence, ça n'a pas l'air très grave, on n'a aucun élément pour penser que c'est grave, eh ben, on va plutôt orienter le patient vers l'hôpital de proximité. Soit au contraire, il y a à l'évidence une pathologie grave, et puis surtout, on va avoir besoin, c'est un traumatisme crânien grave, c'est probablement une lésion de la moelle épinière, c'est un très très gros bassin qui va nécessiter donc des techniques d'embolisation et de chirurgie complexe. Bref, dans ces cas-là, on va déclencher ce qu'on appelle, nous, le trauma center. Et grâce à certains vecteurs, par exemple l'hélicoptère, vous savez que dans le Poitou-Charentes, on a la chance, et c'est loin d'être le cas dans beaucoup de régions, d'avoir des hélicos qui soient efficaces H24, qui est en plus un très très gros bébé qui permet beaucoup de choses, hein, qui permet d'emmener beaucoup de personnes et qui permet d'aller assez loin et rapidement. Avec en plus une très très bonne stabilité, donc pour le patient, il y a un certain confort durant le transport.
Et donc, on va donc effectivement déclencher la procédure et un transfert vers Poitiers. Et dans ces cas-là, vous voyez, il y a une discussion très vite entre le médecin qui coordonne au téléphone, le médecin et le... Ah, décidément, je suis embêté avec ma flèche. Voilà. Et le réanimateur chirurgical, donc qui est le réanimateur qui va aider à la prise en charge lorsque le patient va arriver. Et puis nous, ce qu'on appelle la sauve, je vous montrerai ce que c'est que la sauve tout à l'heure, c'est la salle d'accueil des urgences vitales. C'est là où le patient va arriver pour qu'on lui distille les premiers soins. Toute cette équipe va travailler pour anticiper l'arrivée du patient. Car l'objectif, c'est de ne pas perdre de temps. Et donc, on va prévenir les chirurgiens, éventuellement réserver des blocs opératoires si on en ressent le besoin. On va prévenir le centre de transfusion sanguine pour dire attention, là ça saigne beaucoup, on a besoin de sang, préparez-vous, commencez déjà à nous donner du sang par avance et on prend un groupe qui permet d'être administré à tous les patients. On prévient la radiologie, parfois même on bloque le scanner pour dire là on va faire un scanner direct pour faire très vite le bilan lésionnel du malade. Et puis, nos collègues anesthésistes du bloc urgence qui vont effectivement peut-être, pour certains malades, voir directement le malade arriver. Hein. Ça nous arrive, c'est rare, mais de temps en temps, le malade, il arrive et puis il dit non, là, il y a besoin de faire une hémostase rapide et on pousse le malade au bloc. Si on n'a pas réservé une place, c'est comme chez Leclerc, hein, vous prenez votre ticket, c'est quand on appelle votre numéro que vous passez. Le malade, il ne peut pas attendre. Donc, si on n'a pas anticipé, ça ne marche pas. Alors, on fait des réunions. Alors c'est vrai qu'avec la Covid-19, tout ça a un petit peu tombé à l'eau, hein, parce que vous le savez, d'abord on a été très préoccupé par ce Covid-19, et puis en plus on a été plutôt très contraint dans la réunion de collègues. Mais c'est vrai qu'avant cette pandémie, on faisait des réunions et on partage des procédures communes. Je ne vais pas tout vous montrer, l'objectif il n'est pas là, mais vous avez par exemple ici, alors parce que c'est le sujet des traumatismes crâniens, je vous mets ici, vous voyez un des premiers protocoles que l'on avait fait, vous voyez, qui est quand même avril 2015, donc c'est quand même ces protocoles, on a commencé il y a fort longtemps. Donc on a des procédures que vous voyez qu'on met à jour, hein, c'est la version 2, qui permettent que tous les collègues, y compris ceux qui ne travaillent pas dans la Vienne, donc qui ne sont pas nos collègues directs, hein, je ne rayonne pas sur tout le Poitou-Charentes et j'en ai aucune velléité, aucune intention. Mais si vous êtes pris en charge par ailleurs, on essaye, dans la mesure du possible, ce n'est pas toujours facile, mais que tout le monde fasse pareil. Alors, quand le malade arrive à Poitiers, vous avez ici ce qu'on appelle donc cette fameuse sauve, hein, cette salle d'accueil des urgences vitales qui est, bon là on a un petit peu tout nettoyé, on avait tout rangé, mais vous voyez c'est une zone qui ressemble un peu à un petit bloc opératoire, hein, dans lequel on peut faire de l'assistance ventilatoire, de la surveillance du bilan des paramètres vitaux du malade. On a effectivement des chariots partout prêts pour que si on doit mettre des cathéters, si on doit mettre des drains, tout est prêt. On a, ici je l'ai enlevé, mais on a un échographe qui est toujours présent H24. Bref, on a vraiment un petit bloc opératoire ou une unité de réanimation. D'ailleurs, on peut faire de la chirurgie. On peut faire une thoracotomie, une ouverture du thorax pour faire de l'hémostase. C'est une salle qui est équipée avec un système de traitement de l'air qui autorise de la chirurgie de pointe si on en a besoin. Depuis que je suis aux urgences, on n'en s'est jamais servi dans cette optique-là, mais en tout cas, cette salle le permet. Alors, quelques chiffres. Globalement, les vrais traumatisés graves, pour le Poitou-Charentes, c'est entre 400 et 600 par an. Ça varie. Hein. Et puis parce qu'on n'a pas une exhaustivité, on ne relève pas aujourd'hui, on n'a malheureusement pas encore mis en place des bases de données qui nous permettent d'avoir, mais c'est à peu près ce qu'on ressent, ce qu'on en discute entre nous. Sur Poitiers, ça représente 300 à 400 patients par an, ce qui est quand même beaucoup. Il faut savoir que certains de nos compatriotes du Poitou-Charentais vont être pris en charge en dehors du Poitou-Charentes, ce qui s'explique, non pas parce qu'on est mauvais ou qu'ils veulent aller ailleurs, hein, mais tout simplement parce que quand vous êtes dans le sud du département, au-delà d'Angoulême, eh ben vous êtes à 30 minutes de Bordeaux et à presque 2 heures de Poitiers, ben vous avez bien compris qu'il faut aller au plus vite. Quand vous êtes au contraire au nord et proche de Tours ou d'Angers, voire de Nantes, voilà pareil. Mais à l'inverse, on récupère aussi des patients des autres départements, des départements limitrophes. Par exemple, la Vendée, le sud de la Vendée, les patients viennent chez nous. Ils ne vont pas à Nantes, parce qu'ils sont plus près de nous que de Nantes. Et donc, vous voyez que globalement, ça s'équilibre. Entre les flux entrants et les flux sortants, ça s'équilibre. Donc, globalement, notre région répond bien à l'offre, puisque finalement, ceux qui se font traiter à l'extérieur sont compensés par ceux qu'on va prendre des autres pour les aider. Et puis, ça sera ma dernière diapo de conclusion, hein, on n'est pas mauvais sur le sujet.
Alors, je ne suis pas un fan du classement du point, bon, dans lequel je mets un certain nombre de réserves sur la pertinence des chiffres. Néanmoins, et ce qui est quand même intéressant, je vous ai mis ici quelques numéros que j'ai vite sélectionnés sur Internet. Il faut savoir que le Trauma Center et ou le trauma crânien, parce qu'en fonction des années, c'est l'un ou l'autre qui est repris, positionne chaque année Poitiers dans le top 5 à 15 des meilleures équipes françaises sur cette activité-là. Et une des raisons qui explique ce bon classement, c'est le volume de patients que l'on fait, qui est quand même assez important, qui montre que quand même, vous voyez, notre région reste quand même encore une région à haut niveau d'accidents, et notamment d'accidents de la route. Hein. Et au fait aussi qu'on dispose de moyens qui vont aussi bien des moyens médicaux, matériels à l'hôpital, que des moyens des vecteurs de transport comme l'hélicoptère, par exemple H24. Bref, qu'on a un réseau en place. Sur tous ces éléments-là, fait qu'effectivement, on est bien positionné. Et donc, je trouve que c'est quand même une certaine fierté, même si je vous dis, je mets un petit peu à doute. En tout cas, on montre qu'on est plutôt dans le peloton de tête et pas plutôt dans les derniers hôpitaux et ou cliniques privées dans le domaine de la traumatologie. Voilà, donc j'en ai fini. Merci de votre attention. Et bien évidemment, je serai prêt à répondre à toutes les questions que vous avez si besoin. Juste après, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mimose. Et c'est toujours important de le dire, effectivement, ce classement du point. Professeur Claire Daillot-Fiselier, vous êtes chef du service adjoint, notamment de neuroréanimation. Alors, quels patients sont adressés, plus particulièrement, quels profils de traumatisme sont adressés en neuroréanimation? Ça fait partie des questions que vous allez aborder. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour cette conférence. Donc effectivement, je travaille en neuroréanimation au CHU de Poitiers et je suis anesthésiste réanimatrice. Donc qui vient dans notre service, en fait, ce sont les patients les plus graves, comme vous l'a déjà expliqué Olivier Mimose. Ce sont les patients qui ont des traumatismes multiples, hein. Donc ceux qui vont avoir un traumatisme crânien avec souvent des traumatismes thoraciques, abdominaux et des lésions hémorragiques, hein, ou des traumatismes du bassin. Ce sont les patients aussi qui ont des lésions cérébrales à risque d'aggravation. Alors souvent, ce sont les patients finalement qui sont conscients, qui ne sont pas cliniquement graves, mais qui ont des lésions cérébrales qui sont finalement beaucoup plus graves que ce qui n'y paraît. Et souvent, ce sont des patients qui sont sous anticoagulants notamment. Donc ces patients-là, il faut les surveiller de façon très rapprochée. Donc ils viennent en réanimation puisqu'ils sont à haut risque de complications. Ce sont les patients aussi qui ont eu une chirurgie neurochirurgicale et donc qui doivent venir en post-opératoire, continuer leur prise en charge en réanimation. Et enfin, d'une manière générale, tous les patients qui sont comateux post-traumatiques sont des patients qui vont venir dans notre service. Alors, juste une petite explication un peu de la physiopathologie, mais ça va être assez, j'espère vous l'expliquer simplement. Quels sont parce que c'est le début, si vous voulez, de toute la prise en charge de réanimation, et c'est comme ça qu'on comprend ce qu'on y fait en réanimation. Donc, en fait, les conséquences du traumatisme, c'est quoi? Vous avez une agression cérébrale, vous avez une lésion primaire. Il y a forcément un impact, il y a des lésions au niveau du cerveau, et c'est pour ça que les patients vont venir en réanimation. Certaines des lésions primaires vont pouvoir être évacuées, vont être opérées, donc il y a le neurochirurgien qui va intervenir, souvent après la sauve, en direct, rapidement. Ces lésions primaires, elles vont faire quoi? Elles vont générer des lésions tissulaires. Il va y avoir une souffrance tissulaire, et ça, elle existe d'emblée. Même si le chirurgien a agi, il y aura quand même une compression du tissu cérébral. Il y aura des lésions tissulaires cérébrales. Et puis, ces lésions tissulaires, elles vont générer un œdème cérébral. À ça vont se surajouter d'autres agressions, qui sont des agressions secondaires, et qui vont... L'inflammation, notre organisme va essayer de combattre cette agression. La perfusion cérébrale, l'irrigation du cerveau insuffisante. Et tout ça va générer encore de l'œdème et va générer malheureusement des lésions secondaires qui vont elles-mêmes régénérer des agressions secondaires. Et c'est un cercle vicieux. Donc ce cercle vicieux, il existe dans toutes les agressions cérébrales, notamment les traumatismes crâniens graves. Et la réanimation, elle va servir à quoi? La réanimation, l'objectif, c'est de limiter
le plus possible cet œdème cérébral. Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas faire grand-chose sur cette phase initiale. La lésion primaire, elle est là, elle restera là, et ce n'est pas nous qui pouvons revenir en arrière, malheureusement. Et les souffrances tissulaires initiales, elles resteront présentes. Ça, on ne peut pas faire. Ça, on ne peut rien faire. Par contre, limiter l'œdème pour prévenir les lésions secondaires, ça, on peut agir, et c'est le rôle de la réanimation. Alors, quels sont les moyens qu'on a pour pouvoir justement surveiller nos patients, pour essayer de limiter ces lésions secondaires, limiter l'aggravation des patients qui ont été victimes de ces traumatismes? La première chose, c'est une surveillance clinique rapprochée. Ça, c'est la chose la plus importante qui se passe en neuroréanimation. C'est l'équipe infirmière qui le fait. C'est une surveillance de tout instant. Et on fait ce que vous a expliqué Jérémy, mais à toutes les heures pour les patients les plus graves, voire même plus fréquemment que toutes les heures. On regarde leur réponse motrice, on leur regarde leur réponse verbale, leur réponse oculaire aux stimulations, s'ils peuvent le faire. On regarde leurs pupilles et on essaye de détecter un nouveau déficit neurologique, parce que si on détecte quelque chose, on aura une action derrière. Et puis, il y a aussi des signes indirects d'aggravation qui sont des signes respiratoires, des signes de tension artérielle, du rythme cardiaque. Donc, il y a tous les autres organes, puisque je le dis souvent, le cerveau, c'est le chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, il va avoir un impact sur les autres organes. Donc, les autres organes peuvent avoir des répercussions cliniques. On peut avoir des répercussions cliniques à cause d'une aggravation cérébrale. Et en fait, il faut qu'on aille chercher l'aggravation cérébrale responsable. Alors les pupilles, c'est important, ça paraît tout simple, tout bête. Et finalement, cette surveillance, elle est primordiale, puisque s'il y a une modification de la réactivité des pupilles et une asymétrie qui apparaît, avec un certain nombre d'autres critères, eh bien, ça peut être un hématome qui est dans la tête, qui vient juste de se produire, un saignement secondaire. Et là, c'est une urgence, il faut aller faire quelque chose, il faut aller identifier la problématique et peut-être opérer le patient en urgence. Ensuite, les autres moyens qu'on a pour surveiller nos patients, pour les suivre au quotidien, c'est l'imagerie cérébrale. L'imagerie d'urgence en réanimation, c'est le scanner cérébral. Le scanner cérébral, puisque l'IRM, lorsqu'il s'agit d'une urgence neurologique, et donc on va avoir les images des lésions cérébrales qui se sont surajoutées, ou bien les images des lésions cérébrales déjà présentes lors du traumatisme. Là, c'est une coupe du cerveau, comme si on le voyait du dessus, comme si on prenait une photo du dessus d'une tranche de cerveau. Tout doit être complètement symétrique, normalement. Tout est symétrique. Ces poches-là, c'est des poches tout à fait normales. Tout ce qui était anormal, c'est tout ce qui est sur ces imageries, c'est tout ce qui est blanc, là. Tout ça, c'est du sang. Donc ça, ce sont les lésions qu'on peut avoir à cause d'un traumatisme. C'est du sang qui va comprimer le cerveau et qui va générer justement ce que je vous disais tout à l'heure, ces lésions secondaires. C'est-à-dire cet œdème, cette souffrance et ces lésions secondaires. Alors, pour surveiller nos patients, les plus graves notamment, ceux qui ne vont pas pouvoir avoir cet examen neurologique, la réactivité motrice, oculaire, parce qu'ils sont dans un coma très profond, eh bien, ces patients-là, on va pouvoir faire un monitorage un peu qu'on appelle multimodal, c'est-à-dire qu'on va avoir différents monitorages, différents appareils autour du patient qui vont nous permettre de détecter des aggravations et surtout nous aider à guider la réanimation. Alors, on appelle ça le monitorage multimodal. Pourquoi ? Parce qu'il y en a plein de types et on les associe en général parce qu'ils ne nous donnent pas des informations sur les mêmes choses. On va avoir ce qu'on appelle la pression intracrânienne. On mesure la pression dans la tête et ça nous donne un reflet indirect de l'œdème cérébral et possiblement d'un hématome qui surviendrait brutalement. Ça, c'est le Doppler transcrânien. Ça nous donne une idée de comment est perfusé le cerveau, comment est irrigué le cerveau avec les vaisseaux. Et ici, ce sont des techniques plus spécifiques encore et qu'on a la chance d'avoir au CHU de Poitiers et dont je pense qu'on fait partie des premières équipes qui avons pu le faire en France d'une manière générale. Depuis plus de 10 ans maintenant, presque 15 ans, pour cette technique-là notamment, qui est une mesure de l'oxygénation cérébrale. Et ça, c'est la microdialyse cérébrale qui permet de mesurer le glucose dans le cerveau et voir si l'énergie du cerveau est bien produite pour le fonctionnement cérébral.
cette technique. Notamment, on est peu de centres en France à l'avoir. Et nous, on la dispose ici à Poitiers et c'est, je pense, une chance. Cette photo, c'est pour vous montrer un petit peu ces techniques et comment c'est positionné au niveau de la tête. Donc effectivement, on a des introducteurs avec différents capteurs qui sont dans la tête du patient. Puis effectivement, le patient, alors c'est une photo un peu ancienne avec un vieux respirateur, mais le patient est sous respiration artificielle, a des cathéters. Et puis là, c'est techniques spécifiques qui nous permettent de monitorer notre patient, de suivre le patient en continu en fait. C'est relié au scope et c'est en continu. Alors évidemment, cette surveillance clinique, l'imagerie, le monitorage, tout ça, c'est un bouquet de techniques qui nous permettent de pouvoir traiter nos patients et de pouvoir traiter le patient lorsqu'il s'aggrave notamment. Alors les traitements, il y a des traitements qui sont plutôt préventifs. Donc on va avoir, pour tous les patients comateux, ils vont être sous ventilation artificielle parce qu'ils ne sont plus capables de respirer par leur propre tout seuls. Forcément, lorsqu'un patient tombe dans le coma, il ne respire plus efficacement, donc on est obligé de le mettre sous ventilation artificielle. On va mesurer sa tension, sa fréquence cardiaque et on est amené souvent à donner des médicaments pour permettre d'avoir une pression artérielle correcte. On met les patients sous sédation. Ce n'est pas un coma artificiel, c'est un traitement du coma, du propre coma du patient, et c'est une neuroprotection. On met le cerveau du patient au repos, ce n'est pas un coma artificiel. Et puis on va contrôler, on va essayer que le cerveau ait tout ce qu'il faut pour fabriquer son énergie et pour pouvoir fonctionner au ralenti, le patient est effectivement dans le coma sous neuroprotection. Donc, on contrôle le sucre. Le sucre, il est très important pour le fonctionnement du cerveau, mais s'il y en a trop, c'est délétère. Donc, on le contrôle. On contrôle aussi la quantité de globules rouges, puisque c'est les globules rouges qui apportent l'oxygène au cerveau. Donc, évidemment, il en faut suffisamment pour que le cerveau soit oxygéné. On contrôle la température, puisque la température, quand il y en a trop, c'est pareil, l'hyperthermie va générer des agressions cérébrales. Donc il faut contrôler, être normotherme. Et quand le patient a une hypertension, a trop d'œdème et trop grave, s'aggrave, on peut être amené à faire un traitement qui s'appelle l'hypothermie thérapeutique. On contrôle le sel, très important pour limiter l'œdème cérébral. Donc on va contrôler le sel dans l'organisme. Et puis on peut être amené à faire des traitements anti-œdémateux autres pour diminuer l'œdème cérébral. Et puis quand l'œdème cérébral est vraiment trop important, on fait appel à nos collègues neurochirurgiens pour voir s'il y a une indication ou pas, puisque ça dépend de la typologie des lésions cérébrales que le patient présente. Eh bien, on peut être amené à faire ce qu'on appelle une craniectomie décompressive, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'œdème, beaucoup de pression dans la tête, eh bien, on va libérer le cerveau en enlevant une partie de la boîte crânienne pour que le cerveau puisse s'expandre. Mais ça n'est pas pour tous les patients, ça dépend des lésions cérébrales que le patient présente. Enfin, nos patients cérébrolésés, c'est des patients qui ont plein d'autres organes, qui ont plein d'autres complications possibles, donc qui ne sont pas juste cérébrolésés, ce ne sont pas juste des patients qui ont un problème cérébral, on ne s'occupe pas que du cerveau, on s'occupe du poumon, on s'occupe de tout. On s'occupe des complications infectieuses, on s'occupe des complications à type de phlébite dont vous avez souvent entendu parler, et évidemment avec les complications secondaires que ça peut impliquer. Donc j'en ai plus pour très longtemps, parce que peut-être que j'ai plus que 2 diapos. Alors, quand la phase aiguë, toute cette phase-là où on a l'œdème et tout ça est passé, eh bien, on va arrêter la neuroprotection, on va arrêter les sédatifs. Et puis, on va continuer de surveiller bien nos patients pour voir comment ils sortent du coma, quelles séquelles ils vont garder malheureusement de ce traumatisme crânien grave, parce qu'il est rare que les patients n'aient aucune séquelle quand ils ont besoin de venir en neuroréanimation, il faut être honnête. Et on va petit à petit sevrer les techniques de réanimation, on va enlever les techniques petit à petit de réanimation du patient, pour lui rendre son autonomie. Si le coma persiste, il va falloir essayer de comprendre pourquoi le coma persiste. Premièrement, il y a effectivement des toxiques. On peut avoir des surdosages en médicaments qui peuvent être responsables, donc on va chercher ça. On peut avoir, après un traumatisme crânien, des complications à type d'épilepsie,
des crises convulsives, on appelle ça, mais qui sont infracliniques, c'est-à-dire elles ne se voient pas. On ne les voit qu'à l'électroencéphalogramme. Et là, on peut être amené à traiter ça. Et ça peut permettre d'améliorer les patients. Et enfin, eh bien, on fait les IRM cérébrales qui permettent de voir, de faire l'état des lieux des lésions, mais qui sont les lésions finalement secondaires, qui sont les lésions primaires en fait. On fait l'état des lieux des lésions du traumatisme qui peuvent expliquer malheureusement parfois l'absence de sortie du coma. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Donc le patient est sorti du coma, il garde des séquelles, et il y aura une réhabilitation, il y a une rééducation qui va devoir se faire. Et la plupart de nos patients vont pouvoir avoir cette réhabilitation. Et la réhabilitation, en fait, elle commence en réanimation avec l'équipe toujours l'équipe de paramèdes, les aides-soignantes, les infirmières, et puis les kinés qui vont passer, qui vont être là au quotidien pour finalement faire de la kiné respiratoire, désencombrer le patient, parce que c'est des patients qui vont avoir du mal à tousser, ils ont perdu du muscle, ils ont perdu de la force, ou voire parfois ils n'arrivent pas à tousser. Donc le kiné et les infirmières sont indispensables pour aider le patient à désobstruer. Il va falloir lui réapprendre à avaler, à manger, tout simplement. Parfois, il y a aussi des troubles de la déglutition. Et puis, on va mobiliser les patients. On va les faire travailler avec des appareils dynamiques. Tout d'abord, ils ne peuvent pas travailler en passif. On les fait juste bouger pour l'ankylose des articulations. Et puis, petit à petit, ils vont se remettre à travailler, à être actifs avec la machine pour pouvoir refaire du muscle. Alors, des petites images de notre service. On a la chance d'avoir un beau service tout neuf qui a été ouvert en 2017. Alors ici, ce n'est pas parce qu'il n'y a personne et qu'on ne travaille pas. Ça, c'est la zone où vous avez les ordinateurs maintenant. Et là, ils n'étaient pas encore positionnés. Et donc ça, c'est la zone commune. Et tout autour de ce patio, vous avez les 15 lits de réanimation. La chambre de réanimation, elle est comme ça, avec les respirateurs, le scope et les pompes. Et ici, vous avez une réa qui vit avec les lits qui encombrent les sorties, les entrées et le nettoyage qui doit se faire dans les box. Donc c'est pour ça que tout est entassé au milieu, mais voilà, parce qu'il y a la vie en réa et il faut qu'on fasse ce travail-là indispensable avant de pouvoir accueillir de nouveaux patients. Et puis voilà l'équipe, une partie de l'équipe ici, et on est fiers d'avoir eu le label usager en 2021 pour la neuroréanimation et d'ailleurs la réanimation chirurgicale aussi, donc des photos masquées et non masquées en apnée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Juste une petite question, qu'est-ce qu'on appelle le coma artificiel alors ? Du coup. Alors, le coma artificiel, vous mettez des sédatifs, votre patient, moi, on vous met c'est quand vous vous faites anesthésier, en fait. Donc, on va injecter des sédatifs, on vous endort, et quand on arrête ces médicaments, normalement, on se réveille. C'est-à-dire après une intervention chirurgicale ou même quand on vient en réanimation pour un problème respiratoire, autre que cérébral. Parfois, il y a des complications, malheureusement, neurologiques, mais la plupart du temps, il n'y a pas voilà. Ouais, par contre, quand vous venez pour un coma, vous êtes dans le coma avant d'avoir les sédatifs qui sont là pour la neuroprotection. Donc, c'est le coma dû aux lésions cérébrales. Voilà. Ouais, je comprends. D'accord, très bien. Merci à vous. Merci à vous. Alors, exceptionnellement, je vais vous demander d'attendre encore un tout petit peu pour poser vos questions, de les garder, de les noter, de les garder dans votre tête, parce que avec cette thématique-là, on a souhaité inviter une association, l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés, qui est représentée ce soir par sa vice-présidente Marie-Françoise Deldegan. Je voudrais vous inviter à venir sur le devant de la scène, sous les projecteurs, juste pour donner... allez-y, prenez le micro. Juste pour donner quelques indications sur la vocation de votre association. Alors, je remercie déjà les professeurs et médecins qui ont bien voulu que je puisse prendre la parole. Notre association, elle est née du fait que quand on a justement, ce qui a été dit tout à l'heure, on a pu réanimer des personnes qui se sont donc retrouvées
à vivre avec des traumatismes crâniens plus ou moins graves. Une association s'est créée. La première, c'était Bordeaux. Et ça a essaimé dans toute la France. Donc, on est une association de familles de traumas crâniens. On y tient, puisque quand un traumatisme crânien sur un proche arrive dans une vie familiale, c'est toute la famille qui est impactée. C'est un drame, c'est un tsunami. J'ai encore du mal à en parler. Et donc, moi, ma fille, ça fait 20 ans qu'elle est passée par le service de réa du professeur Lapierre. Elle a fait 3 semaines de coma, 3 mois en neurochir et 3 ans en centre de rééducation. Pour finir, post-relationnel, donc c'est un cas grave. Sonde gastrostomique, ne parle pas, ne marche pas. Et nourri par... Oui, sonde gastrostomique, je l'ai dit, et sondé aussi par un Mitrofanov au niveau du sondage urinaire. C'est donc un cas grave qu'on a décidé avec mon époux, c'est une décision importante et grave, de garder Camille à la maison. Ça fait 20 ans et on ne regrette pas, sauf que il faut penser au temps qui passe. Et pour toutes les familles qui ont des traumatisés crâniens à la maison et se disent que vont-ils devenir quand on ne sera plus là? C'est la grosse question et c'est la question des associations qui essayent de trouver le parcours le meilleur pour leurs proches traumatisés crâniens ou cérébro-lésés. On a intégré la cérébro-lésion, c'est-à-dire les tumeurs, les AVC et aussi les anoxies, absence d'oxygène momentanément, dans notre association depuis peu. Et cette association, donc, elle est départementale, régionale Poitou-Charentes, l'ancienne région en fait, parce qu'on veut rester proche de nos adhérents. Et la Nouvelle-Aquitaine, pour nous, c'est trop immense. On est des bénévoles, on ne peut pas se rendre auprès de nos adhérents facilement. Donc on a gardé cette petit territoire. Petit. Et donc voilà, l'engagement, il est auprès des familles. Hein. Notre premier engagement, c'est d'écouter, d'accueillir cette parole. Hein. C'est souvent des drames terribles. Et puis ensuite, essayer de trouver des informations qui pourront les aider. On a aussi on a été à l'initiative du foyer d'accueil médicalisé parce que c'est bien beau de réanimer, c'est un peu ce qu'on dit aussi souvent, mais il faut qu'il y ait un parcours de vie qui soit de qualité. Donc l'association AFTC a créé le FAMMAS de Saint-Julien-Lard, foyer d'accueil médicalisé, maison d'accueil spécialisée. On s'est battu, enfin nos anciens présidents se sont battus plus d'une dizaine d'années pour que les pouvoirs publics créent cet établissement. On manque de place, on manque de structure, ça c'est évident dans toutes les pathologies, toutes les assos vous le diront. Ensuite, on a créé des habitats inclusifs, 5 appartements, c'est modeste, au Mont-Gorge, à côté de l'aéroport, pour les personnes qui sortiraient du foyer d'accueil médicalisé pour aller vers une vie autonome. C'est possible, mais ça demande du temps, du fait de toutes ces séquelles qui vont rester après le traumatisme crânien. Des troubles du comportement, des troubles physiques aussi, et puis des troubles aussi cognitifs. Hein. On a pratiquement les 3 troubles dans nos personnes. Et puis ensuite, on a aussi c'est surtout les médecins sur Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine qui ont créé le CLANA. Je ne sais pas si vous êtes au courant, messieurs les professeurs. C'est donc un pôle ressources pour tout ce qui est cérébrolésions. Il y a donc un numéro de téléphone où des professionnels recueillent les appels, et puis c'est souvent des appels au secours parce que la personne a menacé de se jeter par la fenêtre, ça l'a pris, et puis les parents ne savent que faire de cette situation, ou alors il a été embarqué au poste parce qu'il a insulté à l'accueil la caissière, et puis il faut essayer de dépatouiller l'affaire. C'est vraiment des histoires
difficile. Hein. Ce n'est pas un club de foot, notre association, c'est plutôt soutenir des personnes qui sont en grande difficulté. Voilà. Je vous remercie. J'ai des plaquettes. Si vous avez des personnes qui, dans vos connaissances qui sont en difficulté sur ce point-là. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Merci à vous. Merci à vous. Je voudrais quand même rajouter que moi, le CHU, je vais en avoir encore... je remercie infiniment toutes ces personnes qui travaillent nuit et jour dans ces services parce que c'est extrêmement difficile d'avoir les familles, le patient à s'occuper 24 sur 24, quoi. Voilà. Oui, parce que les médecins du service, évidemment, sont en contact direct avec les familles en permanence. Ça, c'est une évidence. Pas que les médecins. Non, il y a vraiment... c'est très important et je pense que c'est exactement pareil aux urgences. Hein, il n'y a pas que les médecins. Alors, on est important. Hein, je ne dis pas qu'on est un maillon de la chaîne, mais les équipes paramédicales, en tout cas en neuroréanimation, puis en réanimation d'une manière générale, toutes les personnes qui ont côtoyé ces services savent très bien que en fait, c'est toute l'équipe qui se coordonne pour intervenir au moment nécessaire en fonction de nos compétences. Et oui. Y a-t-il une question dans la salle? C'est maintenant. Est-ce tu veux bien amener le micro jusque là-bas pour avoir la première question de la salle? Allez-y, madame. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 51 ans. J'ai eu un grave accident de voiture en 98, le 4 février exactement, ça fait 24 ans. J'ai eu la chance d'être ici. C'est un vrai miracle, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme ça. Donc 15 minutes dans le coma, traumatisme crânien, rachidien, fracture de l'AC1. J'ai eu la totale. On m'a dit qu'à 1 millimètre près, j'étais totalement paralysée partout. Donc, je suis là. Merci au service de neurologie parce que c'est vous qui m'avez suivi à l'hôpital. Donc, voilà. Tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que j'ai eu un super suivi de toutes les équipes. Et franchement, super, quoi. Et là, j'arrive à un stade où on est en 2022, ça fait 24 ans. Et je sens que j'ai quelques séquelles. Je ne sais pas si c'est bon, si c'est pas bon. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et je voudrais savoir si je pourrais avoir un suivi à nouveau ou pas. Alors, moi, je fais de la neuroréanimation, mais je pense qu'il y a pas de... Enfin, ça dépend des signes que vous pouvez présenter. Mais clairement, je pense que le suivi, il peut se faire, si c'est de la douleur, on a quand même une équipe de douleur, parce que notamment peut-être avec les lésions que vous avez, ça peut être complètement pris en charge. Enfin, on peut vous suivre au CHU de Poitiers sur l'équipe de douleur. On n'est plus dans le contexte de la neuroréanimation, de la phase aiguë. Vous voyez, c'est le côté rééducation, douleur, et ça peut être aussi en neurologie sur les signes que vous pouvez... Je ne suis pas dans la douleur, je suis plus dans le fait que je m'endors dans la journée. Par exemple, je travaille sur mon ordinateur et d'un seul coup, je penche la tête et quand je me réveille, je dis mince, je me suis endormie, quoi. Voilà. Là, je pense que ce qui est plus adapté, c'est peut-être aller soit en rééducation, voir un médecin rééducateur, ou soit en neurologie, voir un médecin qui fait de la neuro... j'aurais aimé, si c'est possible, voir si on ne peut pas faire une vérification, un IRM ou quelque chose, pour voir s'il n'y a pas eu des complications. Ou... C'est surtout ça, en fait. Voilà. Histoire d'être rassurée et de me dire, est-ce que je dois refaire un suivi ou je ne sais pas, en fait. Moi, je vous invite à prendre un rendez-vous, surtout avec les neurologues, pour refaire un point sur les raisons des symptômes que vous présentez. Vous voyez, parce qu'il y a peut-être quelques examens complémentaires à faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas autre chose déjà et que ce n'est peut-être pas en lien avec votre traumatisme d'il y a 24 ans. Donc c'est peut-être autre chose. Donc un neurologue, je pense qu'il serait complètement adapté
pour pouvoir faire le point sur vos symptômes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, devant. Alors, bonsoir, merci à vous trois de nous consacrer du temps ce soir. Aussi, merci à madame pour l'association que je ne connaissais pas, donc c'est toujours intéressant aussi d'avoir ce genre de retour, qui est aussi intéressant parce qu'il se passe de l'autre côté. Et du coup, c'est vrai qu'on oublie le côté hospitalier, mais il y a aussi la partie famille aussi. Juste une question par rapport au... Enfin, une question, j'en ai plusieurs, mais par rapport aux biomarqueurs, ça se fait systématiquement du coup en cas de traumatisme crânien, enfin, du moins qui est avéré, j'imagine. Et par derrière, on déclenche un scanner ou une IRM. Mais le biomarqueur, c'est sûr, dès qu'il y a un trauma crânien, c'est quelque chose qu'on va faire aux urgences? Alors, ce n'est pas systématique. Ça dépend. Alors déjà, c'est quelque chose qui est assez nouveau, donc qui est en plein essor. Il faut quand même il y a des notions de délai qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, la S100B, qui est le biomarqueur actuellement le plus testé et le plus utilisé dans le monde pour ça, il faut le doser idéalement dans les 3 heures ou maximum les 6 heures après le traumatisme crânien. Donc il y a des limites. Il y a beaucoup de recherches, et à Poitiers, on a participé notamment à une étude européenne avec Grenoble sur d'autres biomarqueurs, UCLHL1, GLF, bref, des gros mots, pour dire que voilà, on est en train de travailler sur du multiparamétrique pour que peut-être qu'effectivement un jour, on pourra doser les biomarqueurs systématiquement. Pour l'instant, il y a quand même des choses qui font que lorsque le biomarqueur n'est pas utilisable, on va aller vers le scanner. Et ces biomarqueurs ne sont pas dosables partout. C'est-à-dire que n'allez pas, si un jour il vous arrive, je ne sais pas, moi, quelque chose, vous allez, je dis des bêtises, mais disons alors non, j'allais dire Clermont, mais non, Clermont, ils l'ont. Mais disons, vous allez, je ne sais pas, moi, à La Rochelle ou vous allez même à Metz, par exemple. Voilà, ce biomarqueur aujourd'hui est dosé dans quelques hôpitaux en France. Il va peut-être se développer dans le futur, mais aujourd'hui, ça nécessite une technologie, des outils spécifiques, enfin, voilà, donc il n'est pas dosé partout. D'accord. Vous aviez une autre question? J'en avais, oui. Allez-y, je vous laisse. Du coup, c'était juste aussi par rapport à la réanimation. Du coup, en réa, la surveillance de l'œdème ou de l'hématome, ça peut évoluer. Elle se fait comment du moins? Alors, la surveillance se fait avec le monitoring, qui n'est pas toujours systématique, visiblement. Mais comment on fait pour quelqu'un d'un cas un peu plus léger, même si en réa, c'est difficile qu'il soit léger, mais comment on les surveille? On repasse une IRM plusieurs fois dans la semaine ou... Alors, l'IRM, souvent, on la fait un peu plus à distance. C'est le traumatisé crânien, parce qu'il faut bien comprendre qu'une IRM... Alors, si on parle des plus graves, mais quel que soit le patient, il est à risque d'aggravation. Une IRM, c'est 3/4 d'heure. C'est transporter un patient avec, vous avez vu nos patients, avec le respirateur. Alors, évidemment, de transport, pas celui que vous avez vu. Tout un tas de matériel. Tout ne passe pas, évidemment, à l'IRM. Il faut du matériel spécial, parce que c'est plein de métaux, tout ça, et ça ne passe pas. Et ça peut dérégler les appareils. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Et puis, en plus, ça ne nous donne pas forcément une meilleure réponse dans la phase aiguë. La phase aiguë, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le scanner. Le scanner, il répond aux questions rapidement. Un scanner, en 20 minutes, on est allé une demi-heure, le temps de préparer le patient, d'aller au scanner, de revenir, on a notre réponse. Et en plus, le scanner en lui-même, il est très rapide. Donc, en fait, ça reste un transport compliqué, c'est normal, c'est un patient de réanimation, mais c'est rapide. Et donc, il répond surtout à toutes les questions qu'on se pose. C'est-à-dire, il y a de l'œdème, il y a un nouveau saignement, il y a une zone du cerveau qui est plus bien irriguée parce qu'il y a un vaisseau qui s'est bouché. Donc, en fait, toutes ces questions, on peut avoir des réponses avec un scanner, plus ou moins avec une injection d'un produit spécial qui permet de voir les vaisseaux. Donc, on a plein de réponses. Donc, les réponses les questions qu'on se pose en réanimation, le scanner répond à ces questions. Effectivement, vous posez la question de savoir si on répète les examens. Alors, on ne va pas évidemment, un scanner. Alors, Jérémy vous l'a dit, ça a des conséquences finalement beaucoup plus importantes que ce que tout le monde s'imagine. Et en plus, transporter un patient cérébro-lésé qui s'aggrave, c'est prendre des risques supplémentaires pour lui aussi. Donc, on ne va pas le faire tout le temps. Et puis, on a plein de notre monitoring qui va nous rassurer
hein, on a les Doppler, on a tout ce qu'on fait, la surveillance clinique et tout notre monitoring qui va permettre d'essayer de se poser les questions au bon moment. Vous voyez, de dégainer entre guillemets le scanner quand il est nécessaire. Mais on a aussi des scanners qui sont de contrôle, et ça, ce sont des scanners qui sont en général 24-48 heures après le traumatisme initial, en fonction du premier scanner, du délai entre le traumatisme et le premier scanner. S'il est très court, ce scanner, si le délai est très court entre le traumatisme et le premier scanner, on fait souvent dès premiers jours un nouveau scanner. Parce que les lésions, elles sont en train encore de se constituer et on sait très bien qu'en général, on n'a pas tout vu sur le premier. Souvent, c'est à J2 seulement. Et puis, on en fait un entre le J7e jour et 10e jour. Vous voyez ? Et évidemment, on en fait en urgence à tout moment, si nécessaire, du jour et de la nuit, soir, matin, week-end, tout ce qu'on veut. Troisième question, c'était les patients qui étaient moins graves, qui n'avaient pas d'indication forcément à mettre du monitorage plus lourd, parce qu'on ne va pas aller faire des trous parce qu'il faut quand même bien comprendre qu'il y a un trou. Vous voyez, on met des sondes dans le cerveau, donc il faut quand même bien poser les indications, parce que tout geste invasif, invasif a un risque supplémentaire évidemment pour le patient. Donc en fait, on va poser des indications. Et effectivement, les patients qui n'ont pas cette indication, en général, c'est qu'on peut les surveiller d'une autre manière. Souvent, c'est des patients qui ont un traumatisme crânien modéré. On va avoir une certaine surveillance neurologique, clinique, possible. C'est-à-dire, on va pouvoir, en les stimulant, avoir une réponse motrice. On va pouvoir avoir une ouverture des yeux. On va pouvoir... Ils ne sont pas trop profonds. Voilà. Quand ils sont dans cet état-là, on ne va pas leur mettre forcément une neuroprotection lourde avec les sédatifs, justement pour pouvoir les surveiller, parce qu'il faut quand même bien dire que c'est la surveillance clinique qui est la meilleure. C'est-à-dire que le trouble neurologique qui s'installe, c'est le meilleur signe, c'est mieux que d'avoir un capteur en fait, dans la tête. Parce que ça, c'est vraiment le signe qui va nous permettre d'aller très vite vers un scanner ou un traitement, etc. Ouais, d'accord. Ah oui, non, c'est bon, j'ai répondu à la question. Oui, bien sûr, oui. J'ai une question qui venait de la salle, qui est venue de la salle tout à l'heure. Alors, qu'en est-il de la rééducation et de la plasticité cérébrale et de la réadaptation pour un retour au domicile? Est-ce que ça vous parle? Alors, la rééducation, la de la plasticité rééducation, cérébrale. il faut bien savoir que ça, c'est quelque chose qui est possible si le patient est communicant. C'est toujours compliqué et c'est normal. Surtout en sortie de réanimation, il y a des patients, ils sont non communicants. Pour pouvoir rééduquer un patient, eh bien, il va falloir pouvoir interagir pour lui demander de faire des choses pour réapprendre à, comme je vous disais, à respirer correctement, à tousser, à avaler, à manger. Si on n'a pas de communication possible, les kinés, ils sont démunis. Ils ne peuvent pas rééduquer. La plasticité cérébrale, alors je ne suis pas la grande spécialiste, je vous l'avoue franchement, ce n'est pas mon métier, mais effectivement, il y a quand même un certain nombre de connexions qu'on a réussi à faire avant ce traumatisme grâce à notre développement, en fait, tout simplement, à ce qu'on a fait avant. Et puis il y a aussi, je ne parle pas de la pédiatrie parce que je ne connais pas bien, mais c'est vrai que les enfants récupèrent souvent beaucoup mieux d'un traumatisme crânien, mais les tout petits. Mais ça, c'est autre chose et je ne connais pas bien, c'est souvent ce qui est dit par les pédiatres. En tout cas, tout ce qu'on a acquis avant, on sait que tous les jours, on a plein de neurones qui meurent. Donc voilà, il y en a plein, on n'en a pas et on continue de vivre et de pouvoir faire plein de choses. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'on fait moins de choses, mais c'est des années après. Vous voyez, c'est pas du jour au lendemain. Et pourtant, il y a plein de neurones qui disparaissent. Donc cette plasticité, c'est ce qu'on acquiert au cours de notre vie, en fait. C'est-à-dire de tout ce qu'on est en train de faire, on arrive à faire des connexions. Et puis, en fonction de ce qu'on a fait, il y a des connexions qui sont établies. Et puis, si les lésions neurologiques dues au traumatisme n'impactent pas un certain nombre de connexions qu'on a réussi à acquérir avant ce traumatisme, eh bien, il y a certains patients qui vont pouvoir avoir une sortie de coma un peu meilleure malgré des lésions, effectivement, qui peuvent être très importantes. Mais dans tous les cas, et je reviens à ce que je disais, un trauma crânien grave,
votre intervention le dit, et il faut en avoir conscience. Un trauma crânien grave, même modéré, qui nécessite la réanimation, malheureusement, il y a des séquelles. Je crois il faut en avoir conscience. Je crois que j'ai essayé de répondre à la question, mais je ne suis pas la meilleure sur la plasticité cérébrale. Je suis désolée. C'est tout ce que je peux vous dire. On n'est pas tous égaux. En gros, c'est ça la question. C'est ça la réponse. Une autre question dans la salle. J'avais une question sur les biomarqueurs pour savoir si les patients à risque on était aussi éligibles, dans la mesure où j'ai un gros morceau du sphénoïde en titane et un peu de plaque de craniotomie à droite à gauche suite à des tumeurs cérébrales. La dernière fois, j'ai testé la salle que vous avez vue, mais elle n'était pas vide et c'est de chez moi dans le scanner, c'est 20 minutes, déshabillage ultra rapide chez vous. La personne avait été sortie du scanner, le précédent, donc comme vous avez dit. Je voulais savoir si c'était obligé, même avec un choc, c'était pas un gros choc, c'était de ma hauteur. Est-ce que c'est obligé d'avoir le parcours, la salle Alors, ou est-ce que les biomarqueurs, est-ce qu'on est éligible aux biomarqueurs pour vérifier si elle est, ou est-ce que c'est parce qu'on a des risques de plus importantes fractures du crâne et que vous vérifiez quand même? Disons que, alors plusieurs choses. Hein. Le biomarqueur, il veut surtout dire quelque chose quand il est négatif. Donc, c'est-à-dire que s'il est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de saignement. S'il est positif, ça ne veut rien dire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui ont naturellement, qui vont avoir des taux de protéines qui vont être plus élevés. Et notamment, si vous avez des antécédents de tumeurs cérébrales, effectivement, vous allez avoir des taux de S100B ou d'autres biomarqueurs qui sont naturellement élevés. Donc, chez vous, la probabilité que le biomarqueur permette d'éviter le scanner, il est plus faible. Donc, des fois, on va donc du coup plus facilement au scanner parce qu'on sait que chez vous, ça sera moins efficace. Voilà. Et on est actuellement en train de travailler sur d'autres patients particuliers. Qui, et du coup, on a plus de risques parce qu'on est beaucoup irradié. Enfin, moi, j'essaie d'avoir un suivi de l'irradiation, ce qui n'est pas facile quand on va dans différents hôpitaux. Ouais. D'avoir un suivi de la dose totale, on engrange quand même une dose importante. Oui, mais c'est pour ça qu'on essaye d'autres biomarqueurs, qu'on essaye d'évoluer vers ça, et puis qu'on essaye aussi d'adapter les seuils. C'est très important. Il y a des études qui sont en cours sur le fait que justement, certaines personnes devraient peut-être avoir un taux de PS100 individualisé, plus important, qui permettrait chez elles aussi de les utiliser. À l'heure actuelle, on est en train de travailler là-dessus pour limiter l'irradiation chez tout le monde, mais chez vous, c'est effectivement un peu plus compliqué que chez d'autres. Mais on y travaille. En tout cas, bravo aux équipes pour le déshabillage en 10 secondes. Il y avait une question tout au bout. Pardon ? Il y avait une question tout au bout. Une autre question au bout, voilà, au fond de la salle. Allez-y, madame. Oui, excusez-moi, j'ai une autre question, mais qui est basique. C'est juste savoir à partir de quel âge on considère qu'il y a une dégénérescence du cerveau. À partir de quel âge ça commence? Très tôt. Oui. Très tôt. Ça fait longtemps pour nous. Et pourtant, vous voyez, on est encore là, on arrive à parler. Mais ça commence très tôt. Dès la fin de l'adolescence, vous avez déjà... L'adolescence et l'adulte jeune commencent déjà à avoir une masse neuronale qui baisse. Alors, d'un côté, vous perdez des neurones. Pendant longtemps, on a cru que les neurones ne se régénéraient pas. Et en fait, on sait quand même qu'il y a une part de régénération. Et puis surtout... En même temps que vous vieillissez, vous continuez à travailler, à vous cultiver, à apprendre des choses. Donc, vous refaites des connexions, donc vous rattrapez un peu ce que vous avez perdu. Mais c'est vrai que la diminution du nombre de neurones vient précocement avec des variantes en fonction des gens, mais ça commence très tôt. C'est aggravé par les toxiques qu'on peut ingurgiter, enfin beaucoup de choses. Mais l'âge exact. Ouais, c'est très tôt. Adulte jeune, ça part. On perd des neurones, mais on en gagne aussi tout au long de la vie un petit peu. Ou alors on fait que perdre. C'est ça. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bien sûr. Viens, Christine. Une autre question devant. C'est parfait. Ben oui, voilà. Au niveau juste du Trauma Center, professeur Mimose, est-ce que vous allez intégrer ou pas, je suis une question, les cliniques privées pour avoir un maillage encore plus optimal? Alors,
Sur le territoire, ça dépend des endroits où vous travaillez. Sur le territoire, il y a peu de structures privées qui disposent, on va dire, d'un niveau de compétence global satisfaisant pour, on va dire, justifier d'une intégration. On n'est pas contre qu'elle participe, bien évidemment. Quand vous regardez, par exemple, sur la Vienne, il reste une clinique à Châtellerault, mais qui est plutôt balbutiante. On a Poitiers, mais qui est juste en face du CHU, donc, et qui n'a pas de médecin qui reste sur place la nuit, en dehors des urgentistes, des choses comme ça. Donc, je connais un peu moins le fonctionnement, je ne connais pas le fonctionnement de toutes les cliniques, notamment celles qui sont sur La Rochelle, etc. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la structure qui pose l'indication pas de participer au Trauma Center. Il y a des hôpitaux publics qui ne font pas partie du réseau parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires. Vraiment, je pense que dès lors qu'on a une pathologie grave ou potentiellement grave, aujourd'hui, la réflexion médicale, c'est de dire il faut qu'on vous mette au bon endroit. Donc, vous n'êtes pas grave, on peut vous mettre à proximité. Et c'est vrai que ça va un petit peu à contre-courant des gens qui disent « Ah, je perds mon hôpital » ou « Je perds ». Mais oui, je perds. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas créer des hôpitaux partout. C'est impossible financièrement parlant. Et puis, en plus, vous savez qu'on a une denrée rare, qui est ce qu'on appelle la denrée médicale. Pendant longtemps, nos élus ont quand même tout fait pour que la denrée médicale fond comme neige au soleil. Alors maintenant, le soleil était fort. On est un peu dans le réchauffement climatique. Donc les ressources médicales, elles sont faibles et elles vont encore baisser. On va avoir encore une baisse des ressources médicales pendant à peu près 4-5 ans. Et puis, on va avoir l'effet, on va dire, de l'équipe nouvelle gouvernementale. C'est la première qui a changé en fin de voilure et qui a dit qu'il faut peut-être arrêter ces bêtises, je vais dire un autre terme. Mais, et il faut que ça remonte. Donc, ça va remonter. Mais pour former un médecin, aujourd'hui, c'est une dizaine d'années minimum. Et certaines spécialités, c'est même plus. Donc, vous voyez, on va avoir une remontée que dans 5 ans. Et pour qu'on retrouve les valeurs qu'on a connues, ça va prendre du temps. Donc il est important, effectivement, dans notre travail, et quelle que soit la pathologie que vous avez, pas que le Trauma Center, c'est qu'on vous mette au bon endroit. C'est pas grave, on va vous mettre à l'hôpital de proximité. C'est un peu plus grave, on va vous mettre à l'hôpital qui est un peu plus loin, mais qui est plus performant. C'est encore plus grave. Eh bien, tant pis. Vous serez à 1h30 ou à 2 heures de chez vous. Eh ben, mais vous serez bien soigné. Parce que, alors, bien sûr, c'est pas que les autres ne savent pas faire, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas la surspécialité que devrait avoir dans certains domaines médicaux pour prendre ce que vous avez, vous, besoin. Donc voilà, donc c'est un petit peu le fonctionnement actuel d'optimisation du parcours de soins. C'est le Trauma Center, mais c'est pas que le Trauma Center, c'est beaucoup de pathologies qui sont comme ça aujourd'hui. Et ce qui explique d'ailleurs qu'on a un bon niveau médical, c'est qu'on est capable de vous mettre au bon endroit. Si on mettait tout le monde, peut-être que certains patients viendraient en neuroréanimation alors qu'ils n'en ont absolument pas besoin. Et puis à l'inverse, des patients de neuroréanimation seraient pris en charge d'autres hôpitaux, ce qui serait une perte de chance. Donc d'un côté, c'est du gaspillage, et de l'autre côté, c'est une perte de chance. Bon. Encore une Oui, c'est pas vrai. La dernière, parce qu'il est 20h. Oui, je sais. Je vais juste terminer sur... je vais revenir en réa. À partir de quel moment vous décidez vous constatez que la personne est en état de mort cérébrale? Alors ça, c'est bien codifié. Ce sont des signes cliniques ce sont des signes cliniques qui ont... ce sont des réflexes primaires, on les appelle, qu'on peut... Donc, notamment, il y a les pupilles, la réactivité pupillaire qui nous permet... de le voir. Donc on a tout un tas de signes cliniques qui vont disparaître, des réflexes en fait, des réflexes qui vont disparaître. Et le dernier à disparaître, c'est la toux, c'est la respiration spontanée. Et donc vous avez tout un tas de signes cliniques qui vont disparaître. Et ensuite, on va confirmer avec des examens complémentaires. Et on va confirmer avec des électroencéphalogrammes. Et tout ça, c'est très codifié selon la loi pour justement bien confirmer cette mort cérébrale. Il faut faire ces examens cliniques, cet examen clinique dans certaines conditions. On ne peut pas la faire, je vous ai parlé de l'hypothermie thérapeutique. Il ne faut pas faire ça en hypothermie parce qu'en hypothermie, on peut avoir une sorte de paralysie de ces réflexes. D'accord ? Donc c'est naturel, enfin naturel, non, c'est pas naturel d'être en hypothermie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui peut être réversible
Donc, en fait, il faut avoir une température normale. Donc, on a tout un tas de critères, nous, à vérifier pour pouvoir ensuite faire ces réflexes, vérifier qu'ils ont disparu. Et ensuite, en général, on fait un électroencéphalogramme qui montre qu'il n'y a plus d'activité cérébrale. Il y a un autre examen qui se fait, c'est un scanner cérébral avec des critères très spécifiques qui permettent de voir qu'il n'y a plus de perfusion cérébrale, c'est-à-dire qu'on injecte un produit dans les veines et le cerveau n'est plus irrigué. Un cerveau plus irrigué, les cellules meurent et donc sont plus fonctionnelles. Et c'est toute la difficulté parce que le patient il est toujours sous respiration artificielle, il a sa température cutanée est normale, on a l'impression que rien ne change. Et en fait, le patient est mort. Ouais. Vous voyez ? Ça se voit pas à l'extérieur. Et ça ne se voit pas. Toute la difficulté, justement, pour les proches, De puisqu'il n'y a rien qui a changé par rapport à la veille. Oui, bien sûr. Oui, c'est une question d'éthique aussi. Enfin, on entend parler beaucoup dans l'actualité des personnes qui sont branchées mais qui vivent grâce à des machines. Alors, ce n'est pas pareil. Parce que la mort cérébrale, c'est le décès du patient. C'est comme s'il était en arrêt cardiaque. Donc on arrête la réanimation. Vous ne posez pas la question à la famille s'il y a quoi que ce soit à continuer. C'est une décision médicale pure. Vraiment. D'accord. Okay. Oui, le patient est décédé en fait. À partir du moment où on a la preuve par ces réflexes qui ont tous disparu, plus un examen complémentaire qui montre qu'il n'y a plus d'activité ou il n'y a plus de perfusion, les deux signent en fait le décès du patient. C'est exactement la même chose que si son cœur s'était arrêté. Oui, okay. Oui, c'est vrai. On a cette image vraiment du cœur qui s'arrête, mais c'est vrai qu'il y a d'autres façons de décéder. Et si je peux rajouter quelque chose, vous parliez, on demande l'avis à la famille. Alors, bien évidemment, la famille est toujours très sollicitée. Moi, j'ai fait longtemps de la réanimation. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire très attention, c'est qu'on ne peut pas demander à la famille de prendre des décisions parce que, imaginez-vous, je vous dis, ben voilà, votre enfant, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on arrête la machine ? Vous allez dire oui, parce que sur le moment, ou vous allez dire non à l'inverse. Bon, vous allez dire non, bah oui, mais normalement on va arrêter. Et vous allez dire oui, dans quelques mois, dans quelques années, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous risquez de culpabiliser en disant mais c'est moi qui ai pris la décision d'eux, alors que c'est pas de votre rôle. Votre rôle n'est pas de vous suppléer à la position du médecin. C'est au médecin de prendre des décisions médicales. Bien évidemment, ces décisions doivent être réfléchies, consensuelle, c'est jamais une décision d'un médecin, c'est une décision d'une équipe, avec les soignants, les infirmières, les aides-soignants, tout le monde participe à la décision, avec bien évidemment une information de la famille qui est tenue au fait des choses, mais jamais on va demander à la famille de prendre la décision à notre place, c'est pas possible. D'accord. Ok. Merci. C'est très clair. Encore une question ? Alors on y va. C'est parti. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Quand, par exemple, on a un accident de voiture et qu'on a une perte de liquide céphalorachidien, quelles sont les conséquences à la longue au niveau du cerveau ? Est-ce que c'est grave de perdre du liquide ou est-ce qu'on s'en remet ou est-ce qu'il y a un cycle qui se fait au niveau du cerveau ? Alors, je vous ai montré à un moment donné des poches avec au niveau du cerveau avec du liquide. Enfin, en fait, en l'occurrence, c'est du liquide qui était noir. Vous savez, 2 poches. Je vous ai dit tout ça, c'est symétrique. En fait, là, ça ne l'était pas sur le scanner. Ça, ce sont des ventricules et ça contient du liquide céphalorachidien. Tout le cerveau, la moelle épinière, tout ça, c'est entouré de liquide. D'accord ? C'est produit et réabsorbé en permanence, en fait. Donc, on en produit en continu. Notre organisme le produit, le réabsorbe. Si on le produisait sans le réabsorber, on serait tous dans le coma. Oui, ce liquide comprimerait le cerveau et on serait tous dans le coma. Et on finirait tous en mort cérébrale. Donc, on a un équilibre. Chacun d'entre nous produit une quantité. On produit une grosse quantité de liquide. C'est 400 à 600 millilitres par jour. Donc, c'est une grosse quantité. Et tout ça, c'est réabsorbé. D'accord ? Donc, quand vous en perdez au moment d'un traumatisme, à cause d'une fracture du crâne ou bien d'une lésion rachidienne et il y a eu du liquide qui est sorti parce que la fameuse membrane qui permet que tout reste bien là où il faut, eh bien, elle a été perforée, vous avez du liquide qui sort. Ça, c'est sûr. La nature fait bien les choses. En général, ça réussit à se fermer. Les chirurgiens aident beaucoup.
Et puis après, c'est quand même votre organisme qui continue le travail. Le risque le plus important, donc ça n'aura pas des conséquences à long terme, ça a des conséquences surtout à court terme sur le problème infectieux, en fait. Le risque, c'est surtout que les bactéries, normalement, dans le liquide céphalorachidien, il n'y a pas de bactéries. Vous savez, on a des bactéries partout, sur la peau, dans la bouche, voilà, dans le nez. Et dans le liquide céphalorachidien, il n'y en a pas. D'accord ? On en porte aussi au niveau du poumon, au niveau des bronches, tout ça un petit peu. Et on vit bien avec nos bactéries, on en a plein dans le corps et ça ne nous pose pas de problème, on vit très bien en équilibre avec elles. Par contre, au niveau du cerveau, pour l'instant, on se dit qu'il n'y en a pas du tout. D'accord ? Et donc, parce que je dis pour l'instant, parce qu'il y a une époque, on disait qu'il n'y en avait pas du tout dans certains organes, et puis on se rend compte qu'il y en a un peu, en portage constant. Donc, dans le cerveau, il n'y a pas de bactéries. Donc, en fait, comme il y a une effraction de cette membrane, vous avez des bactéries qui vont coloniser, qui vont commencer à s'acheminer vers ce liquide, qui est un endroit propice pour leur multiplication. Et donc, le risque le plus important, c'est de faire une infection. Ça, c'est le premier risque. Et effectivement, si le liquide continue de couler et ne s'arrête pas, si le chirurgien a fait le travail, mais que malheureusement, parfois, la cicatrisation ne se fait pas, on peut avoir, non pas une hypertension dans la tête, une augmentation de la pression dont je vous ai parlé, mais plutôt une hypotension. Et ce n'est pas très bien non plus pour le cerveau. Donc ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver. C'est-à-dire que le cerveau, il perd tout son liquide, il perd sa protection, il y a moins de pression dans la tête, et ça peut être délétère aussi pour le cerveau. Mais c'est beaucoup plus rare. Le risque le plus important, c'est l'infection dans ce contexte. Bon, mais oui, bien sûr. Allez-y. Est-ce qu'on a un micro ? Après, on arrête, parce qu'il est 20h passé. Oui, voilà. Là-bas. Oui, c'est concernant les statistiques. Vous avez parlé que sur le CHU, globalement, et sur la Poitou-Charentes, il y avait de mémoire 600 traumatisés crâniens. Ah non, 600 polytraumatisés. Voilà. Et moi, j'étais intéressée pour avoir les statistiques des personnes qui passaient dans le service de Madame professeure. Voilà. Donc je me souviens plus le nom, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Claire. Dayo Fiselier. Claire. C'est facile. Combien de patients passaient dans votre service par an et combien y en avait-il avec des grosses séquelles et d'autres qui, a priori pas beaucoup, s'en sortaient avec des petites séquelles? Ça, je peux pas vous dire parce que les séquelles, c'est à 1 an en fait. En général, les séquelles. Nous, on n'a pas le retour, malheureusement, on n'a pas de consultation post-réanimation. D'accord ? Nous, nos patients, malheureusement, quand ils sortent de réanimation, en fait, ils en ont tous des séquelles. C'est exceptionnel que le patient, il n'en ait pas du tout. Parce qu'on est encore à la phase très précoce, en fait, post-traumatique. Donc, je ne peux pas vous dire exactement, vous voyez, les... Alors, ce n'est pas des séquelles forcément majeures, vous voyez, ça peut être... qui sont estimées pour nous pas majeures, mais qui peuvent vous handicaper les patients dans la vie de tous les jours. Vous voyez, si c'est un problème de... On peut très bien bouger, marcher, tout ce qu'on veut, bien comprendre tout, mais avoir un problème d'expression. Et finalement, ça peut être une séquelle qui peut l'empêcher de reprendre une vie comme avant, en fait. Après, la rééducation permet aussi quand même de réapprendre à faire les choses et de vivre avec son handicap. Vous voyez ? Alors, pour répondre à votre question du nombre de traumas crâniens graves, en gros, on a à peu près entre 400 et 500, autour de 500 patients par an en neuroréanimation. On a 15 lits de neuroréa. Grossièrement, on va dire 500. En gros, il y en a à peu près un tiers, c'est des traumatisés crâniens. D'accord ? Sur ces 500 patients. Des traumatisés crâniens graves. Il y a des traumatisés crâniens graves qui vont en réanimation chirurgicale. Et quand la réanimation neurochirurgicale est pleine, on ne peut plus accepter de patients, on travaille avec les autres réanimations. Et c'est avec la réanimation chirurgicale que donc, je n'ai pas les chiffres de la totalité des réanimations du CHU de Poitiers sur les traumatisés crâniens. La deuxième chose, c'est que les patients qui ont des traumatismes multiples, donc les polytraumatisés,
je vous en ai parlé, effectivement, ils viennent en réanimation. Et il y en a qui vont aller préférentiellement ceux qui ont des lésions abdominales, notamment, ou du bassin, ils vont plutôt aller en réanimation chirurgicale. Et là, on travaille ensemble pour, du coup, avec notre expertise, on travaille avec nos collègues de Réachir. Après, dire sur le tiers de patients qui est traumatisé, parce que tous les autres, ce sont des AVC, des hémorragies méningées, des tumeurs, des patients qui ont des abcès, des infections cérébrales. Dire le nombre de patients qui deviendraient post-relationnels ou dans un état neurovégétatif, je vous dirais des bêtises, je n'ai pas le chiffre. Parce qu'il faut avoir un retour du patient après sa sortie. Vous voyez, donc je n'ai pas ce chiffre-là. Merci. Je vous propose d'arrêter là. De toute façon, nos experts de ce soir restent un petit peu à la fin pour discuter si vous le souhaitez. Merci à vous d'être venus. Merci à vous trois aussi pour toutes vos réponses très précises. Alors on va se retrouver en octobre maintenant. La thématique et la date exacte vous seront communiquées dans le programme de Mendes France et sur les réseaux sociaux, sans problème. Mais ça viendra plus tard. Merci à vous. Il y a des petits questionnaires, n'hésitez pas à les remplir et à les déposer voilà, sur vos chaises. Et puis du coup, on les récupérera. Merci à vous tous et à vous toutes et bonne soirée.